moi je travaille en interface avec le monde de la recherche, hein, voilà, dont Franck Ramieux est un exemple, mais il y en a d'autres. Je travaille beaucoup avec le labo de la Sorbonne ou l'école normale sup, etc. Et puis j'ai la chance de pouvoir travailler en direct avec les responsables du ministère. J'appartiens au groupe de l'inspection générale et puis le cabinet, enfin tous ces gens qui sont aux manettes et qui ne connaissent pas bien le terrain. Oh, excusez-moi. C'est filmé ? Coupé. J'aurais pas dû. Voilà. Alors, et je serai assisté par mes petites camarades, qui sont toutes des dames d'ailleurs, et qui auront pour aujourd'hui fonction de vous dire, eh bien, voilà, on a essayé ceci, cela, ça marche comme ci, comme ça. Donc, on va leur donner une dizaine de minutes chacune qui seront insérées tout au long de cette heure et demie d'atelier. Voilà. Donc si vous êtes d'accord, je vais commencer quand même par poser le cadre, sachant que dans cette salle, il y a probablement des gens qui ont une connaissance plus différente, enfin, voilà, de cette question. Donc je vais vous présenter un petit peu le cadre dans lequel l'ensemble de nos coniclasses, on en a 800 dans la France et dans le monde, comment ça fonctionne, quel est le cadre, qu'est-ce qu'on peut attendre des sciences cognitives dans l'apprentissage. Donc je vais aller assez vite. Donc très clairement et un peu en complémentarité avec Franck de ce matin, parce qu'on se titille beaucoup là-dessus, parce que lui il tire un peu à boulet rouge sur le terme de neurosciences, bien qu'il soit neuroscientifique, mais c'est vrai qu'il est là aussi pour équilibrer par rapport à la perception que les experts, que les enseignants, que les journalistes, etc. ont eu lorsque le ministre a installé le conseil scientifique. Donc les neurosciences, c'est bien biologique, c'est bien les mécanismes internes au cerveau. Les sciences cognitives, c'est l'ensemble de toutes les disciplines qui contribuent à l'étude de la cognition, donc dans lesquelles il y a la psychocognitive, la philosophie, l'informatique, etc., tout un tas de choses qui sont donc liées à plutôt le comportement de l'élève. Donc voilà. Donc il ne faut pas faire de confusion entre les deux, mais je ne m'étends pas puisque Franck l'a fait beaucoup plus brillamment ce matin. Alors la question c'est que peut-on attendre des neurosciences cognitives dans le monde scolaire? Donc je vous ai préparé 4 ou 5 hypothèses qui sont vraiment le cadre dans lequel on travaille, nous travaillons. Donc moi je suis retraité en quelque sorte, hein, je suis bénévole, hein, et donc nous adhérons tous les membres de notre équipe et les enseignants, donc des enseignants comme Émilie, comme Anne, comme Florence, Muriel qui est principale, adjointe, Béatrice et puis Sandrine. Nous adhérons à une sorte de charte éthique hein, sur cette affaire-là. Donc l'idée qui est banale, c'est que si on connaît mieux les mécanismes de l'apprentissage, alors on a une pédagogie plus adaptée et on apprend mieux. Et non seulement on apprend mieux, mais la représentation que l'élève a de son statut d'élève peut différer et peut être positif. Et ce que l'on ne dit pas, mais qui est fondamental, c'est que inversement, par votre pédagogie, vous modelez le cerveau de l'élève. Vous contribuez à la construction du cerveau de l'élève par cette fameuse plasticité que Franck Ramieux évoquait ce matin. Donc ça, c'est vraiment important parce que je ne vous mets pas la pression en vous disant vous avez une responsabilité considérable sur la construction du cerveau de l'élève qui va devenir un futur adulte, mais quand même il y a de cette affaire là-dedans. Alors donc ça, ce sont quelques exemples. Où est-ce qu'on retrouve ça? Eh bien, par exemple, sur le rythme et le fonctionnement des mémoires. Des mémoires, on en a au moins une centaine différentes, on n'a pas une mémoire. Le fait aussi que notre cerveau fonctionne sur des lois statistiques depuis qu'on est conçu, depuis qu'on est né, mais même avant. Et donc, ça justifie un peu toutes les pédagogies actives. Et puis, tout ce qui concerne aussi le développement de l'attention, qui est quand même le premier critère de réussite dans la vie. Alors, deuxième hypothèse, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était... Alors, mes collègues vous le diront peut-être aussi, mais ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on travaille la pédagogie pure, les effets souvent attendus collatéraux
auxquels on n'avait pas vraiment réfléchi, ils arrivent. C'est-à-dire que ça permet à l'élève d'avoir peut-être une meilleure confiance en lui, une autre conception par rapport à l'erreur, par rapport à sa progression, tout un tas de choses comme ça, au climat de la classe, etc. Et donc ça, c'est vraiment important parce que c'est une des entrées possibles sur la résolution de la difficulté scolaire ou de la fracture scolaire et tout ce qui tourne autour vraiment de la psychologie de l'élève quant à la motivation. Hypothèse 3, donc ça c'est quelques exemples. Implication active, la notion de différenciation, apprendre à l'élève comment il fonctionne est un levier important pour mettre en place des stratégies nouvelles. Ensuite, hypothèse 3, évidemment, on tourne toujours autour de ces 3 questions cruciales. C'est qu'est-ce que ça veut dire apprendre, bien sûr. Ensuite, qu'apprendre? Alors là, je ne vous cache pas que nous avons des débats un peu serrés avec les concepteurs des programmes, parce que ce n'est pas toujours évident de leur faire réaliser que des programmes trop abondants ou le développement des compétences psychosociales ou tout un tas de choses comme ça, c'est extrêmement important, et tout autant que d'apprendre des tonnes de références historiques. Oui. Donc ça, c'est un grand débat qu'on a actuellement, c'est une grande tension, je ne vous le cache pas. Au niveau de l'inspection générale, c'est une grande préoccupation. Et ensuite, évidemment, comment apprendre, mais on en a effectivement parlé ce matin. Donc, savoir aussi que les processus cognitifs sont encore largement en recherche, même si on a quand même presque un siècle de recherche là-dessus, mais surtout depuis une quinzaine d'années, si vous voulez, il n'y a pas de certitude sur tout, et les paramètres de l'enseignement sont tellement complexes et enchevêtrés que c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, évidemment, on bute toujours sur la question des programmes, parce que l'utilisation du temps, est-ce qu'on va mémoriser en classe? Est-ce qu'on va dédier des activités pour le développement d'attention? Est-ce qu'on va faire des tests en classe? Est-ce qu'on va faire de la gestion des prérequis? Est-ce qu'on va faire de la classe inversée ou renversée? Tout ça, ça prend du temps. Et les profs, ils nous disent tout le temps, oui, mais alors, et mon programme? Donc, vous voyez, il y a des tensions extrêmement fortes. Où trouver la bonne position du curseur? Ensuite, ce que nous observons, parce qu'on commence à avoir une masse de retour de données extrêmement importante, et ce dont on s'aperçoit, et on est en plein dans la question qui a été posée ce matin sur comment on motive les enseignants, comment on entretient cette motivation. Un collègue me voyait tout à l'heure, je ne sais plus où il est, oui c'est ça, pour m'évoquer cette difficulté à sensibiliser les collègues, à former une équipe, etc. C'est rudement compliqué ça. En tout cas, ce dont on s'est aperçu, c'est que s'interroger sur le fonctionnement de l'élève ne suffit pas. Bien entendu. Il faut revoir aussi un peu la représentation que les enseignants ont de leur métier. Est-ce du face-à-face? Est-ce que de l'accompagnement, du côte à côte? Est-ce qu'on se donne la possibilité d'expérimenter? Est-ce qu'on devient un professeur, praticien, chercheur? Toutes ces choses-là. Comment on s'interforme entre collègues? Donc ça bouscule beaucoup de choses, d'autant que le cerveau, c'est quand même le même qui se balade partout, y compris dans la famille et dans l'environnement. Et alors là, ça c'est une grande préoccupation pour nous, parce que c'est compliqué. Et puis, on aboutit... alors ça, ce sont les exemples, mais je passe un peu vite. Et on aboutit, et je me tourne vers mon collègue principal, sur le fait que s'il n'y a pas... c'est pas de la flagornerie du tout, parce que je ne savais pas que tu étais là cet après-midi, mais on ne peut pas développer des techniques pédagogiques nouvelles et innovantes si on n'a pas l'équipe de dire derrière. Ou devant. En tout cas, dans l'accompagnement, l'ouverture, l'écoute, la compréhension des projets, voilà, n'est-ce pas Muriel? Tu es bien placé pour le savoir. Donc ça, c'est une vraie interrogation. Alors, comme je suis l'ancien responsable de la formation des cadres à l'école de l'Éduc, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. C'est-à-dire que quel est le rôle d'un principal comme Dominique pour arriver à motiver, à créer des équipes, à mettre en place des conditions favorisantes, enfin, vous voyez, donc tout ça, ça fait système, pour parler moderne.
Donc, les Sciences Co, qu'est-ce qu'elles ont fait depuis quelques années? Elles confirment que la pédagogie active, ça marche, etc. Mais on sait pourquoi. Maintenant, on sait mieux pourquoi. Ça interroge tous les mécanismes de l'attention, par exemple, ou les étapes de la compréhension, toutes ces choses-là, c'est en cours d'étude. Et on sent que c'est important, donc ça interroge. Et puis, par exemple, sur la mémorisation, on sait bien que la plupart des techniques de mémorisation telles qu'existantes maintenant ne sont pas bonnes. On marche sur la tête. Et ça, c'est grave, parce que ça crée des fractures dans les parcours des élèves. Voilà. Alors, dans le cadre de notre éthique de groupe, si vous voulez, nous ne parlons jamais, nous ne mettons jamais en place des pédagogies qui ne sont pas confirmées par des experts. Nous ne sommes pas les chercheurs, nous ne sommes pas des experts. Donc on prend cela, et on ne déborde jamais sur ce qu'on ne connaît pas. Nous, on ne travaille pas sur les 10, sur les troubles de l'apprentissage, sur les TDAH, sur les hauts potentiels. On ne sait pas faire ça. On ne s'occupe pas non plus de la place des émotions, des choses là, parce que c'est extrêmement intéressant, mais ce n'est pas notre domaine d'expertise. En revanche, que fait-on? On s'occupe de la mémoire, qui est le centre, qui est vraiment le nœud stratégique de l'apprentissage, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Nous nous occupons des mécanismes de la compréhension, nous nous occupons de l'attention, nous nous occupons de l'implication active, et évidemment, en filigrane, il y a l'évaluation. Parce que l'évaluation est pertinente quand on a bien réalisé comment fonctionne la mémorisation. On pourrait développer ça à loisir pendant toute la journée. Et alors évidemment, ensuite, il y a la place du numérique. Quelle est sa pertinence? Quels sont éventuellement les lieux ou les modalités qui ne sont pas forcément prioritaires et utiles, et puis en perspective, est-ce que l'intelligence artificielle pourra un jour aider à faire en termes de pédagogie ce que le prof n'arrive pas à faire? Donc ça, c'est des questions importantes. Alors, quelques notions vraiment de base, je ne veux pas... et 14 heures déjà. Ah non, on a commencé à moins le quart. Alors, je voudrais très rapidement vous montrer cette image un peu métaphorique. C'est le plateau d'échiquier. Si vous voulez, l'expert, enfin le joueur averti, il peut comprendre le plateau, la configuration, tout simplement parce qu'il identifie les éléments du système et il connaît les liens entre les éléments, les règles du jeu, etc. Donc la connaissance des éléments d'un système et les liens entre eux, c'est la première étape de la compréhension du système. Mais lorsqu'il comprend la configuration, il ne l'a pas apprise par cœur. Comprendre n'est pas mémoriser. Mais si vous ne connaissez pas du tout les échelles, vous pouvez apprendre la configuration par cœur et vous n'aurez rien compris. Donc on voit bien que c'est dissocié, mais en revanche, il y a quand même deux règles. C'est qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on ne sait pas. Il faut d'abord savoir pour comprendre. Alors, qui de l'œuf et de la poule, etc., c'est compliqué. En tout cas, il semblerait que la mémorisation, c'est un acte premier des processus de compréhension. Et, complémentairement, c'est lorsqu'on a bien compris qu'on arrive à mémoriser. Donc, on voit bien que c'est des processus complémentaires qui amènent à traiter des situations de plus en plus complexes. Alors, mes amis vous présenteront quelques exemples où on peut, dans la classe, travailler sur la mémorisation et on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre la compréhension, etc. Voilà. C'est valable pour toutes les situations de la vie. Il y a rarement des choses incongrues dans une situation, que ce soit un texte, il n'y a jamais de mot qui est là par hasard. À la fois les termes, les articulations, la syntaxe, voilà, tous les indicateurs de tout genre, voilà, un fonctionnement techno, une situation, une formule de maths, tout relève de cette logique-là. Alors, nous, ce qu'on appelle des coniclasses, c'est un terme, c'est un label que nous avons acheté pour nous faire repérer, pour qu'il y ait une homogénéité. Qu'est-ce que c'est en gros? Ce sont des enseignants qui possèdent une certaine connaissance à minima des sciences cognitives, des fonctionnements cognitifs, et qui vont se mettre ensemble, si possible autour d'une équipe pédagogique,
3-4, c'est pas la peine qu'il y ait tout le monde, hein, mais 3-4 profs qui vont un peu dans la même direction, qui vont s'apprendre, échanger leur point de vue, enfin, avancer, mais ça on vous le dira beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Donc c'est un peu ça le principe. Ensuite, on choisit, alors nous dans notre équipe on a mis en place une trentaine, 30-35 pistes possibles, petites et grandes, qui appliquent les sciences cognitives. Il y en a qui ne vous sont pas inconnues, il y en a d'autres dont vous savez que ça existe, mais vous ne les pratiquez pas, puis il y en a d'autres que pour qui vous êtes familier, puis il y en a que vous ne connaissez pas du tout. Donc on offre ce bouquet de pistes, et les profs se disent « Oh, ben cette année, je vais faire 1, 2, 4, ceci, cela, etc. » Et ils montent un petit projet, ils essaient de le conduire comme tous les projets. Alors nous, on tourne donc autour de toujours ces 4 axes. Mémorisation, attention, implication active, compréhension. Bien. Ensuite, évidemment, on travaille avec la direction qui connaît le projet, qui connaît le pilote du projet, qui met en place tout ce qu'il peut faire en termes d'emploi du temps, de créer l'équipe, etc. Et puis, un projet pour qu'il n'y ait pas de malentendu, enfin, comme tous les projets. Voilà. Donc ça, si vous voulez, ce sont les 5 arguments qui président à la construction d'un projet Cogniclass. Et sur nos 6, 7, 800 classes, je ne sais plus combien on en a, ça fonctionne toujours comme ça. Alors, vous dire quand même que la mémoire est essentielle, ça fait toujours partie des éléments clés, je voulais vous dire. Toutes ces vignettes qui semblent un peu hétéroclites, en fait, elles rassemblent des fonctions mémorielles. Donc les automatismes qui peuvent se conjuguer avec une fonction consciente, comme quand on fait la vaisselle et qu'on parle à quelqu'un, l'utilisation d'un clavier, beaucoup d'automatisme, mais pas complètement, de la mémoire, un souvenir de vacances, l'identité, parce que la mémoire, c'est pas que le passé, la mémoire, c'est aussi le présent, et c'est aussi toute la mémoire du futur. Vous êtes dans le futur de vos mémoires, en moyenne 60 fois par jour. Chaque quart d'heure, vous avez une projection de votre mémoire dans le futur. Et la mémoire du futur fonctionne avec la mémoire des souvenirs. C'est la même. Voilà. Donc la mémoire, c'est vraiment une fonction mémorielle qui occupe une grande partie du cortex et un peu à l'intérieur, sans laquelle on ne peut pas avancer. D'où l'importance pour les enseignants de comprendre comment ça marche et d'adapter leur pédagogie au fonctionnement des mémoires. Donc ces mémoires, elles ont été classées par Alan Turing, qui est le grand spécialiste mondial depuis longtemps, c'est un monsieur qui est encore en vie, un Canadien, et donc lui, il a classé ça en grande famille, les mémoires de la perception, ce qu'on perçoit, rentre dans un premier stade, un premier sas, si vous voulez, d'analyse des signaux qui nous parviennent. Ensuite, ça se distribue en mémoire sémantique, les savoirs, notre bibliothèque personnelle, avec tout le jeu des oublis possibles, les mémoires des souvenirs, avec le temps, l'espace, les autres, les émotions, les mémoires des procédures, c'est-à-dire tous les automatismes qui sont 80-90% de votre activité quotidienne. Parce que on ne peut pas exercer une fonction de traitement, si vous voulez, si on n'a pas un stock d'automatisme. On ne peut pas conduire aisément si ce n'est pas automatisé. On ne peut pas lire aisément si ce n'est pas automatisé. On ne peut pas utiliser un outil, etc., si ce n'est pas automatisé. Vous ne pouvez pas vous déplacer, etc., si vous n'avez pas automatisé les muscles de la marche, etc., etc. Donc les procédures, c'est hyper important parce que plus vous avez de procédures, plus vous pouvez traiter les situations en mémoire de travail, c'est-à-dire ces fonctions qui sont dedans, là, devant, en orbitofrontal, là, et qui vous permettent de résoudre des tâches. Voilà. Et si vous n'avez pas assez de procédures, vous asphyxiez cette mémoire de travail, vous ne pouvez pas réfléchir. Donc plus on a d'automatisme, plus ça libère la mémoire de travail pour faire fonctionner ce qu'on appelle les fonctions exécutives de compréhension, d'attention, de priorisation, de décision, etc. Donc c'est hyper important de travailler les procédures en classe pour pouvoir permettre aux élèves de réfléchir correctement. Alors, en ce qui concerne la mémoire, il faut connaître le principe de la consolidation à rythme expansé, c'est-à-dire que quand on reçoit une notion, si on veut l'acquérir, il faut la reprendre 4-5 fois, et vous pouvez les reprendre avec des espaces de plus en plus grands. C'est le principe universel de la rétention en mémoire. Alors ensuite, vous le déclinez, mais on vous en parlera tout à l'heure. Et donc, le schéma
optimum de rétention, c'est une bonne compréhension, 2-3 reprises dans un temps court, et ensuite des reprises à temps de plus en plus écarté au cours de l'année. Le deuxième grand principe qui est fondé sur la nature prédictive du cerveau, c'est ce qu'on appelle la mémorisation active, et on vous en a parlé ce matin. Il faut se poser des questions. Voilà. Qui était roi de France en l'an 500? Et ça, la recherche va permettre d'activer les choses, et quand on aura la réponse, on s'en souviendra beaucoup mieux que si on avait lu... C'était qui déjà? C'était qui le roi de France en 500? C'est pas Clovis? Non, c'est pas Clovis. Eh bien, vous voyez, il faudrait que je reprenne mes... Voilà. Bref, donc, il y a tout un jeu de techniques qui permettent aux élèves de devenir acteurs de leur mémorisation par un jeu d'action. Mémorisation active. Voilà, ça c'est le logiciel Anki qui permet de faire des parcours impersonnalisés de mémorisation pour chaque élève, parce que l'algorithme de l'oubli, il est universel, il est connu. Donc on peut individualiser les questions et le logiciel ne pose à l'élève que la question qu'il est en train d'oublier. Le logiciel sait quand vous êtes en train d'oublier quelque chose, donc c'est le moment de le réactiver. Donc vous n'avez pas besoin de revoir les 200 expressions d'anglais, mais vous avez besoin de revoir les 15 expressions que vous êtes en train d'oublier. Donc il y a des logiciels qui savent faire ça. J'étais hier soir dans un collège où ils ont mis tout le collège, 500 élèves, sur Anki. C'est assez dingue. Bien. Ensuite, ce qu'on appelle le feedback proche, c'est-à-dire que, Franck le disait ce matin, si on a une réponse assez proche de la question, alors l'apprentissage a lieu. C'est une conséquence de la nature prédictive du cerveau. Alors, les liens du type carte mentale, etc., c'est le schéma de la compréhension que je vous disais tout à l'heure. Les éléments liés entre eux, priorisés, etc. Donc tout ce qui est carte d'organisation, c'est des stratégies aidantes pour comprendre et mémoriser. L'explicitation, bien sûr. On retient beaucoup mieux ce qu'on explicite, soit en parlant, soit en écrivant, etc. Donc toutes les stratégies d'explicitation que vous connaissez fort bien les uns les autres. Et puis comprendre le rôle du temps, c'est-à-dire le cerveau apprend lorsqu'il n'a pas conscience d'apprendre. Alors ça c'est tout à fait étonnant. Le sommeil est une phase de l'apprentissage où on revisite les schémas d'apprentissage. L'élève apprend quelque chose, eh bien en dormant, il le réapprend 10, 20, 50, 100 fois à rythme accéléré, et ça produit des consolidations biologiques. Et ça élimine les arguments non pertinents. Donc le sommeil a des grandes vertus sur l'apprentissage. Et si on apprend en 2 fois 1 heure, les 2 cases vertes de droite, c'est beaucoup mieux que d'apprendre 1 fois 2 heures. Les musiciens le savent bien. Faire du piano sur la même partition 3 heures de suite, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux le faire en 3 jours d'affilée. Voilà, alors le fléchage des essentiels est important parce qu'on a des programmes en France qui sont pléthoriques, et le cerveau moyen d'un élève, si on suit les règles de la cognition, c'est pas possible. C'est simplement pas possible. Donc il faut choisir les essentiels, et vous les enseignants, je suppose que c'est une partie du public ici, vous avez cette perspective. Vous savez quels sont les essentiels pour permettre un peu plus tard, dans 1 mois, 2 mois, l'année prochaine, de pouvoir construire autre chose d'un peu plus complexe. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire, parce que l'élève, il ne sait pas faire ça. Et le bouquin, il ne sait pas le faire non plus, les ouvrages scolaires. Voilà. Alors ensuite, il y a le passage aux automatismes, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai appelé tout à l'heure les procédures, mémoire procédurale, mais automatisme, c'est pareil. C'est tout simplement faire passer une compétence du conscient à l'inconscient. Voilà.
L'apprenti conductrice ou conducteur va être très attentif, très rationnel, voilà. Et à force de conduire, comme vous finissez par être complètement dégagé et pouvoir parler à votre voisin. Mais attention, vous avez un mécanisme de passage automatisme rationnel qu'on appelle les capacités inhibitoires. C'est le système intermédiaire. Donc vous avez un pilotage de bonne qualité qui vous permet de dire je conduis, mais j'écoute le voisin. Par contre, si j'arrive dans un carrefour, je lui dis excuse-moi, je ne peux pas t'écouter, il faut que je fasse attention. Vous êtes capable, vous, de... Mais l'enfant, lui, ne sait pas faire. Voilà. Alors donc, et on va vous en parler sûrement, quelle place accorder à la mémorisation en classe? Voilà. Parce qu'on est quand même dans un système en France où la mémoire, on le relègue toujours à la maison. Mais on sait bien qu'il y a beaucoup de collégiens en particulier qui ne font pas le job. Alors c'est dramatique, parce que quand il arrive en 5e, 4e, la fracture, elle commence à arriver. Donc est-ce qu'on fait des tests en classe? Est-ce qu'on fait du temps pour mémoriser? Comment on mémorise, etc. C'est ce que vont vous illustrer les collègues. Alors, dans l'évaluation, on en a un peu parlé ce matin dans la conf, c'est comment je fais pour avoir une photo aussi fidèle que possible de ce que l'élève sait et sait faire. Parce que si on apprend quelque chose et si on l'oublie, ça veut dire que l'interrogation du lundi, le lundi d'après, elle n'a plus aucun sens. Et pourtant, il y a la note sur le bulletin. Voilà. Et comment on fait pour savoir ce qu'on a dans la tête? On demande librement, on met des indices, on fait un quiz. Et ça, ce sont des stratégies cognitives différentes. Donc, il faut bien le savoir. Pièce de l'évaluation. C'est pour ça que nous, on reprend le PCC d'Antibi, mixer les modes de rappel, le multitasking. Tout ça, c'est des applications pédagogiques extrêmement concrètes. Alors, ce qu'on a aperçu, mais vous confirmerez ou pas, c'est que lorsque les élèves sont conscients de la manière dont ils fonctionnent, ça les aide, et puis ça aide le prof aussi, parce qu'ils comprennent pourquoi vous adoptez telle ou telle modalité. Donc nous, on a toute une stratégie de formation des élèves à leur cognition. On a des modules, des vidéos, des choses comme ça. Voilà, et le dernier point, puis après je m'arrêterai, parce que je suis déjà un peu en retard. Donc l'attention, c'est hyper important. C'est hyper important, l'attention. Je fais souvent ce petit test de demander aux gens, regardez bien l'étoile. Regardez bien l'étoile. Qu'est-ce que vous avez vu, madame? Vous avez vu? Un sourire. Je vous ai demandé de regarder l'étoile. Ouais, on va quand même la garder, parce que la plupart des gens, parce qu'on a des systèmes automatiques de distraction de l'attention. Et il y a au moins 10-12 éléments, facteurs de non-attention, évidemment, qui embrasent les élèves, beaucoup plus que vous, parce que l'attention se développe dès les premiers mois de la vie, jusqu'à peu près l'âge adulte, et après c'est fini. Donc si on ne développe pas l'attention dans le premier degré, beaucoup au collège, c'est un peu mort pour tout le reste de la vie. Voilà. Alors l'attention, c'est un mot valise qui représente plein de trucs, mais c'est pour vous montrer un peu la complexité des choses. Donc, ça se développe avec des exercices dédiés qu'on n'a pas encore bien identifiés, mais ça commence à venir. Ensuite, savoir quand même qu'on ne peut pas faire attention consciemment à deux choses en même temps, c'est impossible, on a un fonctionnement linéaire de l'attention. On ne peut pas à la fois regarder les SMS et puis faire son devoir d'histoire. Développer l'inhibition, ça c'est le grand truc du labo de la Sorbonne avec lequel je travaille. Et puis il y a tous les biais cognitifs. Voilà. Donc il a cité ce matin, Franck, le biais de confirmation. Hein. On a tendance à accrocher davantage à ce qui va dans notre sens. Mais lui, d'ailleurs je lui ai dit tout à l'heure, j'ai dit t'exagères parce qu'il y a biais d'autorité. Ah ouais, tu sors de Laurent Malsup, tu es au conseil scientifique machin, tu dis des trucs, on t'écoute, et oui, mais c'est un biais d'autorité. Parce que ce qu'il a dit, c'est pas forcément, il le reconnaît d'ailleurs. Donc oui, l'attention se développe. Ça se développe, mentalisation numérique, Matador, toutes ces choses-là. En EPS, c'est formidable, et très peu de profs d'EPS s'intéressent à ça. Le contrôle de la pensée, la mise au calme, ce que les dames nous ont brillamment fait ce matin. Voilà, les vertus de l'implication active, le cours à 5 temps, le travail en îlot, la classe renversée,
Hier, j'étais donc dans ce collège et c'était très étonnant parce que la prof de physique, elle fait systématiquement son cours avec un assistant élève, un co-prof. Et ils y passent tous 2 fois dans l'année. J'ai trouvé ça étonnant et ça marche rudement bien. Enfin bref, c'est une manière de s'impliquer. Hein. Voilà. Donc ça, j'ai repris les 5. D'ailleurs, est-ce que je l'ai là? Non. Voilà. Et j'ai fini. J'ai repris les 5 axes du début. C'est terminé, j'ai fait mon speech. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 témoignages. Ce que je vous propose après ce cadrage, c'est peut-être passer directement au témoignage. Et puis on engage 2-3 questions à propos de ce témoignage, on passe à un autre, etc. Et le temps résiduel, eh ben, ça sera libre sur tout. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça vous va comme ça? Allez, Émilie?